Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Audet, je suis directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal et il me fait particulièrement plaisir de vous accueillir pour notre 4e édition des rendez-vous Gérin-la-Joie, l'événement phare de la programmation de l'Institut. La mission des rendez-vous vise à construire des canaux de conversation entre les milieux scientifiques, politiques et des communautés de pratique. Aujourd'hui, l'IAEM est très heureux d'accueillir M. Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Cette invitation n'est pas anodine parce que le thème choisi cette année par le comité scientifique de l'Institut est Intelligence artificielle entre progrès et défis dans un contexte international en forte mutation. La conversation sera animée par le président de l'IAEM, M. Bernard de Rome. Alors, il me fait plaisir de vous présenter M. Yoshua Bengio, qui est professeur titulaire au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Il est fondateur et directeur scientifique de MILA, ainsi que directeur scientifique d'Ivado. Il est également titulaire d'une chaire en intelligence artificielle Canada-CIFAR. Il est évidemment reconnu mondialement comme l'un des plus grands experts en intelligence artificielle et en apprentissage profond. Il est aussi co-lauréat avec Jeff Hinton et Yann LeCun du prix IM Turing 2018, considéré comme le prix Nobel de l'informatique. Il est également à la fois fellow de la Royal Society de Londres et de la Société royale du Canada, chevalier de la Légion d'honneur en France et officier de l'Ordre du Canada, ainsi que membre du Conseil scientifique consultatif de l'ONU pour les percées de la science et de la technologie. Bernard, M. Bengio, bonne conversation. Merci François. Bonsoir M. Bengio. Bonsoir. Il me fait extrêmement plaisir vraiment de faire votre rencontre, même de façon virtuelle. Et j'espère que mes neurones seront à la hauteur. Alors, écoutez, écoutez, deux lettres qui me viennent à l'esprit, IA en anglais, AI, deux petites lettres, mais quand même, qui illustrent l'émergence, la progression fulgurante de l'intelligence artificielle. Vous connaissez l'expression « une hirondelle ne fait pas le printemps ». Est-ce que ChatGPT ne fait pas l'IA? Moi, je regarde ça sur la durée. Et sur 20 ans, même 30 ans, depuis que j'en fais, 20 ans, 10 ans, 5 ans, il y a une courbe d'amélioration qui est indéniable. On n'est pas arrivé au niveau d'intelligence humaine, mais on a passé des étapes assez extraordinaires. L'étape ChatGPT, c'est essentiellement la maîtrise du langage et en plus, je ne sais pas combien de dizaines de langues en même temps. Et il y a d'autres choses pour lesquelles il y a encore des choses à améliorer et qui sont très importantes pour plusieurs raisons en rapport avec la société, la protection du public et tout ça, mais il reste que le progrès d'année en année est indéniable. Il y a 5 ans, on n'avait pas un système qui pouvait répondre dans notre langue de manière cohérente. Il y a des choses que la machine fait déjà beaucoup mieux que l'humain. Peut-être le plus impressionnant, c'est la capacité à analyser les protéines, la structure tridimensionnelle des protéines. C'est quelque chose que les biologistes essayent de faire à mi-terme, disons, depuis des décennies sans grand succès. Puis aujourd'hui, on a des outils qui sont basés à peu près sur les mêmes techniques, soit dit en passant, les réseaux de neurones, l'apprentissage profond qui font ça. Donc, il faut voir la trajectoire. C'est comme ça que je pense à ça. Surtout dans une réflexion politique. Donc, où ça s'en va? Quelles seraient les conséquences? Comment on peut aller faire en sorte d'aller dans le bon sens autant que possible, puis éviter les risques. Bon, alors écoutez, vous avez soulevé plein de questions, mais quand même, le chat GPT, vous l'aviez vu venir. Est-ce que vous diriez que c'est, dans l'imaginaire des gens, je dirais que c'est quelque chose de révolutionnaire, n'est-ce pas? Chez le commun des mortels? Mais même chez les chercheurs, au niveau de la technique utilisée, elle n'était pas nécessairement surprenante pour des gens comme moi. Mais que ça fonctionne à ce point-là, même les gens qui ont travaillé dessus, les mains dans le cambouis, s'y attendaient pas.
Donc, il y a un effet que les chercheurs appellent maintenant un effet d'échelle qui s'est passé. C'est pas que les techniques sont révolutionnaires, c'est que si on prend ces mêmes techniques, mais appliquées à grande échelle, donc des grandes quantités de données, des gros modèles qui bouffent beaucoup de calculs et d'électricité, ben, on arrive à des résultats surprenants. Et ça, ça, ça- ça- ça ouvre des portes, en tout cas. En tout cas, ChatGPT n'est pas infaillible parce que je pense qu'une question qui a été posée, entre autres, hey, c'est pas infaillible. Hein? C'est clair, c'est clair. Bon. Plus que pas infaillible. Ça peut même être dangereux quelque part si on fait confiance aux réponses qui sont parfois loufoques, évidemment. On a même attribué à Serge Bouchard le titre d'écrivain algonquin parmi 9 autres personnalités algonquines. Enfin bref, écoutez, moi, ça fait combien? Presque bientôt 38 ans que vous êtes en recherche, n'est-ce pas? Avez-vous l'impression de déambuler dans un labyrinthe dans lequel vous n'avez pas encore trouvé toutes les issues? Et c'est un peu ça le sentiment. Ben, je dirais peut-être que le sentiment, c'est qu'on a construit quelque chose qu'on ne comprend pas complètement. Et ça pose problème. Donc, quand on construit un pont, enfin, mais de nos jours, on a un modèle mathématique du pont. On peut prévoir quels seraient les facteurs qui feraient qu'il puisse tomber, avec quelle probabilité, quelle force de vent ça prendrait. Et on n'a pas la possibilité aujourd'hui de faire ce genre de calcul avec les systèmes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils pourraient agir d'une manière dangereuse, par exemple, être utilisés de manière dangereuse pour la société dans des cyberattaques, la désinformation, aider les terroristes d'une manière ou d'une autre. Et même si on a essayé de le programmer pour l'empêcher de faire ça, lui dire de ne pas le faire, mais on n'arrive pas à empêcher ces choses. Donc, on ne sait pas contraindre son comportement pour être aligné avec nos désirs et on ne sait pas prévoir si ça va fonctionner comme on veut, si ça va être sécuritaire ou pas. Donc, c'est pas un labyrinthe, mais c'est qu'il y a des questions très importantes qui restent ouvertes et qui sont essentielles à répondre pour l'avenir de l'humanité si on ne veut pas éventuellement que des machines plus intelligentes que nous fassent des bêtises autrement plus graves. Oui, alors, il est certain qu'entre chercheurs, là, il n'y a pas une longueur d'onde commune, on s'entend là-dessus. Vous avez des échanges avec des collègues et tout, mais est-ce que l'objectif n'est pas le même pour tout le monde? Au fond, vous cherchez quoi au bout de la ligne? À quel moment pourrez-vous dire Eureka? Quelle est la découverte ultime à laquelle vous souhaitez arriver? Ben, ce que je souhaitais au passé, Ouais. c'était de comprendre les principes de l'intelligence et je le souhaite encore, mais je ne pense pas que la société est organisée aujourd'hui euh, pour pouvoir gérer cette connaissance-là de manière sécuritaire. C'est comme si on vous disait qu'il y a une certaine connaissance qui pourrait être accessible à tout le monde, qui permettrait aux personnes qui ont cette connaissance de causer des grandes catastrophes. D'abord, est-ce qu'on devrait rechercher cette connaissance et est-ce que si on progresse dans cette direction, on devrait la rendre accessible à tout le monde? C'est des questions éthiques fondamentales qui se sont posées dans d'autres disciplines. En physique, avec l'énergie nucléaire et l'utilisation militaire du nucléaire. En biologie, avec par exemple le clonage ou la fabrication de, de, disons, de pathogènes qui pourraient être très dangereux. Et on arrive à ce point-là en informatique, où ces questions éthiques où il y a des conflits de valeurs entre la recherche de la connaissance, par exemple,
et le partage, etc., auquel on est habitué en sciences, et le bien-être de la société. Ça peut être un conflit. Mais est-ce que vous croyez qu'un jour, il vous serait possible de trouver une machine avec les attributs de l'IA et qui répondrait aux valeurs éthiques et même aux valeurs démocratiques? Je le souhaite. Et il faut rechercher comment faire ça, et c'est ma mission principale au niveau de la recherche en ce moment. C'est-à-dire comment construire une IA qui serait alignée avec nos valeurs, nos jugements de valeur, notre morale, nos lois, pas seulement de manière superficielle, comme mettons une compagnie qui pourrait essayer de tricher les lois, mais respecter la lettre, mais pas l'esprit, mais vraiment être aligné avec nos fondements, on pourrait dire constitutionnels, nos choix démocratiques, etc. Ça semble difficile. Et il y a des gens qui pensent que c'est impossible. Moi, je pense que si on n'y arrive pas, on s'en va vers un mur. Et donc, c'est essentiel d'investir pour trouver la réponse à cette question, ou peut-être collectivement décider qu'il faut mettre les freins. Ce qui m'embête avec mettre les freins, il faut essayer autant que possible, mais c'est qu'on ne sera pas capable de mettre les freins complètement. Il y aura toujours des gens, parce qu'il y a tellement d'argent à faire avec ça, de pouvoir militaire à avoir à utiliser l'IA, que ça va être difficile d'empêcher tout le monde sur la planète de continuer dans la trajectoire dans laquelle on est. Mais c'est ça, vous avez décidé, en tout cas depuis un certain temps, il y a eu un tournage, un virage chez vous qui s'est fait Oui, au cours des dernières années et vous avez décidé d'appliquer les freins, de mettre les freins, alors que plusieurs de vos confrères, eux, je ne dirais pas qu'ils ont un pédale au fond, mais je veux dire qu'ils sont prêts oui. à accélérer pour le bien-être de l'humanité, pour les générations futures. Ça va très loin, ça. Ben, c'est-à-dire que si on pense qu'il n'y a pas de risque, c'est compréhensible de dire on va développer l'IA, ça peut être utilisé pour améliorer la santé, la productivité, plein de choses. Et ça, c'est une volonté qui m'anime aussi, mais je crois que c'est euh, s'aveugler que de penser qu'il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Non, non, c'est s'aveugler que de Ah, penser qu'il n'y a aucun danger. oui, d'accord. Alors, mais il y a des choses, enfin, je trouve ça un peu assez particulier. De vos très proches amis depuis des années, qui est Yann Lequin, hein, qui était co-récipiendaire avec vous de ce qu'on appelle le Nobel de l'informatique, le prix Turing, qui est d'avis que l'IA n'est pas révolutionnaire et qu'on aura des machines aussi intelligentes que les hommes dans tous les domaines où les humains sont intelligents. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'imagine que devant une bonne Ben, je bière, tous pense les deux, qu'il vous est allez avoir très... des bonnes discussions. Oui, oui, on en a eu plusieurs cette année. Selon moi, il est très optimiste et il prend ses désirs pour des réalités alors qu'on ne sait pas. Par exemple, il suppose qu'on va régler le problème de pouvoir contrôler les IA, c'est-à-dire s'arranger pour qu'elles ne soient pas, n'agissent pas de manière nuisible ou soit entre de mauvaises Malsaine? mains ou par elles-mêmes ou entre de mauvaises mains. Mais c'est un problème scientifique ouvert. Donc, déjà, il suppose que ça va être facile à régler, mais ce n'est pas du tout donné. Deuxièmement, il met aussi sous le tapis le problème politique, c'est-à-dire ce que je veux dire par le problème politique, c'est que même si on a résolu le problème scientifique, c'est-à-dire qu'on sait comment construire des IA sécuritaires, mettons, même si on sait faire ça, cette sécurité, c'est quelque chose qui peut être enlevé. Si c'est comme un fusil, il y a une sécurité, mais on n'est pas obligé de la mettre. Donc, une fois qu'on sait construire des machines sécuritaires, on sait aussi faire des machines dangereuses parce que c'est juste quelques lignes de code à changer. Donc, comment on fait pour éviter que les humains décident d'abuser, de ne pas. Comment faire pour que les humains n'abusent pas de cette puissance-là, de ce pouvoir-là? Il faut comprendre que le pouvoir que donnera des IA très puissantes, c'est un pouvoir très grand. Et il y a deux cas de figure où ça peut mal tourner. C'est entre les mains de quelques personnes
ils vont pouvoir augmenter leur pouvoir et ça vient quelque part en contradiction avec la notion même de démocratie qui est de partage du pouvoir. Si même le gouvernement pourrait abuser ce pouvoir-là. On voit comment, par exemple, en Chine, il y a de plus en plus l'utilisation de l'IA pour contrôler la population avec des caméras partout, etc. Mais on peut imaginer un parti politique qui abuse de ce pouvoir-là avec la désinformation pour gagner les élections. On peut imaginer des entreprises qui écrasent leurs compétiteurs de manière abusive. Il y a beaucoup d'enjeux de concentration de pouvoir qui pourraient déstabiliser grandement notre planète. Et puis, même si, donc la solution que lui propose, c'est, ah, mais on va donner l'IA à tout le monde va avoir l'accès à, je peux faire ce que je veux avec mon IA. Ça a l'air beau, mais comme l'IA peut être utilisée de manière offensive pour faire des choses qui nuisent, ben, c'est comme si on donnait à tout le monde une arme très puissante. Alors, il y a une certaine égalité, mais d'abord, tout le monde n'a pas la volonté d'agresser les autres. Et puis, surtout, ça crée un monde très violent, très instable. Si euh, tout le monde peut faire beaucoup de dégâts. Si on donne à tout le monde la possibilité d'appuyer sur un bouton puis de déclencher une bombe nucléaire, ben, tout le monde n'est pas sain d'esprit, tout le monde n'est pas sage et il va avoir des dégâts. C'est pas désirable selon moi. Donc, pour moi, il y a une espèce de naïveté là, de dire, vous en faites pas, tout va bien aller. Sa réponse, c'est, ben, les compagnies vont faire des choses bien parce que sinon, elles vont perdre leur business. Hmm. Dans le passé, on a vu des cas de compagnies qui faisaient des choses qui n'étaient pas bonnes pour la société. Pensons à l'énergie fossile, par exemple. Pensons aux cigarettes. Donc, je pense que c'est un peu techno-optimiste, comme certains disent. Alors, au fond, ce qui vous chicote le plus, c'est peu dire, c'est le fait qu'une espèce de pouvoir s'installe dans l'entreprise privée. C'est un peu ça? Ben, ça Euh, peut être l'entreprise privée, mais ça peut être des gouvernements qui en abusent aussi Imaginons un Trump qui décide de renverser la démocratie américaine. Ben, il aurait des beaux outils pour appuyer son pouvoir avec les versions futures d'intelligence artificielle dans 2 ans, 3 ans. Alors, c'est que nos démocraties sont déjà un peu fragiles. Ces outils-là pourraient déstabiliser encore plus nos institutions démocratiques, ne serait-ce qu'avec la désinformation, mais ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Et je pense qu'il faut qu'on se donne des garde-fous pour essayer de minimiser ces dégâts autant que possible. mais ceux qui parlent de cette manière-là, ceux qui défendent cette position-là que vous décriez, ce sont ce qu'on appelle les apôtres du long-termisme. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le milieu scientifique? Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces gens qui se disent on y va rapidement, là, on fait tout, là, puis il faut accélérer les choses, peu importe ce qui arrive, Ah non, et c'est pour le bien-être de l'humanité? ça, c'est pas les long-termistes, c'est les accélérationnistes. Encore une autre tribu. Non, les long-termistes, eux, ils ont peur de l'IA et ils veulent qu'on mette les freins. Les accélérationnistes, eux, c'est le contraire, ils veulent accélérer. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, et ça, c'est quelque chose qui me fait très, très peur, sont très à l'aise avec l'idée que des IA plus intelligentes que nous remplacent l'humanité. Euh, moi, j'ai des enfants, j'ai un petit-fils. J'aimerais qu'ils aient une vie, j'aimerais que la vie humaine normale continue et pas que nos descendants soient remplacés comme, disons, maîtres de la Terre par des machines plus intelligentes que nous. Il faut que les machines restent nos outils. C'est essentiel pour presque tous les êtres humains, mais il y a une minorité qui pense autrement et qui sont, à mon avis, dangereux. Alors, c'est comme ça que finalement, vous êtes devenu plus ou moins une espèce comment dire, d'apôtre, enfin, quelqu'un qui défendait, vous avez parlé de garde-fou là, tout à l'heure. Euh, c'est ça, c'est le mot prudence, et puis il ne sera jamais en Oui, caractère assez gras, assez exact. gros. Est-ce que je voudrais faire allusion, ben, le président Biden, oui, il y a quelques mois, là, ça ne fait pas très, très longtemps, émis un décret qui force les compagnies
faire un test de sécurité et de faire part des résultats auprès du gouvernement avant de présenter leurs produits. Est-ce que c'est un geste signifiant dans le domaine? Est-ce que c'est un geste Très, important? très important. C'est le geste le plus important qui a été posé par un gouvernement pour protéger le public. Euh, il n'y a jamais aucun gouvernement qui a fait un geste aussi important. Le défaut de ce geste, c'est que c'est un décret. Parce que la Maison-Blanche, ce n'est pas le Congrès. Ils ne peuvent, c'est pas, donc, les lois doivent être votées par le Congrès et un décret peut être remplacé par un autre décret du prochain président. Et d'ailleurs, Trump a déjà déclaré qu'il annulerait tous les décrets de Biden. En tout cas, Oui. celui-là, certainement. Bon, il n'y a, pas une machine encore qui a prédit l'élection de Biden, de Trump quand même, là. Non, non, Là. non. Bon. Alors, Mais c'est ça. Il va falloir que cette compréhension par la classe politique des risques et de ce que les gouvernements peuvent faire pour les réduire se diffuse à travers les partis et pas seulement, mettons, les démocrates et à travers la planète. Il y a aussi un mouvement en Europe qui aussi pose des questions intéressantes, mais on est encore loin de la situation où il y a un consensus dans la classe politique sur ce qu'on doit faire. bon. Mais alors, ce décret, quand même, même s'il n'est pas contraignant, quel effet. Il est contraignant, mais il n'est pas aussi permanent qu'une Oui, loi. d'accord. Mais quel effet ça peut avoir sur le Congrès? Parce qu'il y a une loi quand même qui était. Enfin, il y a un projet de loi. euh, Il y en a plusieurs. Il y a il y en a. plusieurs représentants et sénateurs qui travaillent sur des projets de loi et j'ai participé à plusieurs échanges Mais vous êtes allé avec au les... Sénat, là? Oui, je suis allé 2 fois en fait. Une fois cet été, une fois cet automne. Et puis j'ai parlé aussi dans des rencontres avec le staff de différents sénateurs. Et donc, Qu'est-ce je que vous sais qu'il y a sentez? Qu'est-ce plusieurs que vous projets de loi sur sentez? la table. Qu'est-ce que vous sentez chez ces gens, les gens que vous rencontrez au Sénat? Enfin, il y a des conversions à faire, là. Il faut. Oui, oui. Ben, il y en a qui sont déjà assez convaincus. Euh, C'était quand même intéressant de voir que il y avait une relative unanimité, ou disons, ils appellent ça bipartisan là, aux États-Unis. Donc, il y avait des démocrates et républicains dans le comité, puis les gens étaient relativement alignés vers l'idée que le gouvernement devait faire quelque chose. Euh, je crains que ça va pas toujours se passer comme ça parce qu'il y a un très fort lobby des grandes entreprises d'IA et des grandes entreprises de technologie, c'est les mêmes, euh, qui va faire trouver son chemin, là, peut-être plus chez les républicains, je ne sais pas. Et en tout cas, elles ont beaucoup d'influence. Donc, ça risque de changer la donne. Et puis, ce congrès est tellement divisé de toute façon que je pense pas qu'ils vont pouvoir passer une loi cette année avant les élections, là. Non, sûrement pas. On parlerait de 2025, on ne le sait pas. Mais au Canada, il y a aussi un projet de loi là, sur l'intelligence artificielle qui a été adopté avant, je crois, la pandémie. Et on dit que ça ne pourrait pas être adopté avant 2025, puis peut-être un peu plus tard. Est-ce parce qu'on se traîne les pieds? Il y a une absence de volonté. Qu'en est-il exactement? Ou est-ce que la J'aimerais technologie évolue comprendre. trop rapidement ou quoi? Hmm, Moi, ce que j'entends, c'est que ça va très lentement dans le comité. Donc, il y a, le comité, vous savez, on a un gouvernement minoritaire. Donc, c'est un peu, il y a des jeux entre les différentes oppositions et le parti au pouvoir. C'est un peu malheureux parce que ce projet de loi, il est sur la table depuis déjà une couple d'années. On peut l'améliorer, mais si on fait rien, c'est pire que de faire une loi qui est imparfaite. Bon, oui, mais enfin, vous me dites, on a un gouvernement minoritaire, mais c'est peut-être pas le NPD qui serait plus réfractaire à des réformes importantes, là. Vous ne pensez pas? Non, je pense pas. Bon. Tu rire intéressant. Bon. Euh, Écoutez, on parle du Sénat, mais au Canada, malgré tout, quelle est votre perception
de ce que les Canadiens comprennent, des dangers, la possibilité qu'on perde contrôle de l'intelligence artificielle. C'est ça le plus grand danger. Oui, le plus grand danger, c'est la perte de contrôle. L'usage à des fins, disons, dangereuses pour la sécurité nationale et la démocratie, c'est quand même aussi des choses importantes à plus court terme. Je pense que le public a besoin de plus d'éducation, de débat, de sensibilisation. Pensons à combien de temps ça a pris pour que le public commence à comprendre un peu les enjeux climatiques. Alors, malheureusement, je crains qu'on n'ait pas 20 ans devant nous pour éduquer le public sur cette question. Je souhaite qu'il y ait plus de discussions comme celle qu'on a aujourd'hui, aussi dans les médias, sur la scène politique, et pas seulement des chicanes entre chercheurs, parce que je vais ramener la question des différences entre les chercheurs si on se place du point de vue d'un citoyen ou d'un décideur politique. Si on a d'un côté certains chercheurs qui disent c'est très dangereux et d'autres qui disent vous en faites pas, tout va bien aller, ben, évidemment, si moi je suis un citoyen ou un politicien, je ne suis pas expert, je ne peux pas facilement prendre parti, juger. Mais ce que ça devrait me dire, c'est qu'il y a incertitude dans la matière. Et vu l'enjeu, c'est-à-dire que si ça ne va pas bien, ça va vraiment très mal, mon devoir comme citoyen qui vote ou qui répond dans les sondages, ou mon devoir de politicien, c'est de ne pas prendre de chance. Comme on le fait dans d'autres domaines. Je parlais aujourd'hui d'un autre exemple où la science n'est pas assez confiante en elle parce que les conséquences pourraient être très graves. C'est les propositions qui sont sur la table de modifier le climat en injectant, par exemple, des choses dans l'atmosphère. Alors, il y a des arguments scientifiques que ça pourrait nous aider à résoudre le problème de l'excès de gaz à effet de serre, mais on n'est pas assez confiant que ça marche. Et si on change complètement le climat, mettons complètement dans l'autre sens, par exemple, ça pourrait être catastrophique aussi. Et pour cette raison-là, en général, le consensus politique, et d'ailleurs scientifique, dans ce cas-là, c'est de dire on ne comprend pas assez, ça pourrait nous sauver, mais ça pourrait nous tuer, on ne prendra pas de chance. On devrait faire pareil pour l'IA. Voyons les choses de façon un peu plus large là, sur la scène internationale. Vous êtes membre du Conseil consultatif scientifique sur les avancées technologiques des Nations Unies. Bon. Vous êtes allé aussi à l'ONU. Vous avez fait vos présentations. L'ONU, évidemment, il y a 183, 180 pays. Je ne pense pas qu'il y ait unanimité nécessairement. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut attendre des Nations Unies? Quand vous tenez un discours comme le vôtre, quelle portée ça peut avoir? Est-ce que ça en a une d'abord? Oui, je pense que l'ONU pourrait jouer un rôle très important. Pensez à deux choses. Les traités internationaux et la voix que l'ONU pourrait représenter pour les pays en voie de développement. Le Sud global, comme on dit. Oui, oui. Alors, je vais parler un peu de ces deux points-là. Premièrement, là, l'IA est développée dans quelques pays, hein, on sait, surtout aux États-Unis, mais bon, on a un petit peu ici, un petit peu en France, en Allemagne, bon, c'est en Angleterre. C'est une poignée de pays là, pour l'instant où on a les capacités. Et il y a aussi des développements en Chine et probablement en Russie dont on connaît moins. Et il faut qu'on se mette d'accord, tous les pays qui développent ces systèmes-là, de le faire bien, c'est-à-dire de manière sécuritaire, qui ne met pas en danger le reste de l'humanité et qui ne sera pas utilisé comme une arme offensive dans une espèce de guerre avec l'IA comme disons, outil technologique puissant. C'est déjà en train de se faire, hein, soit dit en passant, l'utilisation de l'IA sur le terrain militaire, là, on le voit en Ukraine, on le voit à Gaza. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, mais ça va être de plus en plus important.
on veut éviter ces dérapages, on veut éviter une course aux armements dans laquelle les pays coupent les coins ronds pour être sûrs d'être en avance sur leurs compétiteurs, économiquement ou militairement. Et ça, c'est une situation typique de théorie des jeux, là, où on compétitionne et on se nuit mutuellement. C'est d'ailleurs une situation semblable avec les changements climatiques. Chaque pays a intérêt à ne pas faire tout ce qu'il faut euh, pour réduire le problème et refiler un peu le problème chez les autres. Donc là, l'ONU ben, a déjà de l'expérience dans la négociation de traités, par exemple, autour du nucléaire et d'autres enjeux semblables qui ont une portée globale, pour asseoir les gens autour de la table et potentiellement pour être un agent neutre pour vérifier ce que chacun fait. Donc ça, le principe de vérification, c'est très utile dans le cas de l'armement Les armes nucléaire. nucléaires, oui. Exactement. Donc, on aura besoin de se faire confiance, mais on ne se fait pas vraiment confiance. Fait qu'on pourrait faire confiance à une tierce partie qui est supposée être neutre, qui va vérifier que chacun de nous ne développe pas, par exemple, l'IA à des fins militaires offensives. Donc, ça, c'est un genre de rôle de l'IA pour les traités internationaux. Aussi, on veut que les pays en voie de développement ne deviennent pas des asiles où il n'y a pas de loi sur l'IA et où les compagnies ou les organisations terroristes vont aller mettre leur gros système sans respecter les lois qu'on pourrait avoir, nous, en Occident, par exemple. Non, mais on s'entend qu'il y a des pays qui jamais n'auront accès à l'IA, là, je veux dire, ça me semble assez Non, évident, là. mais imaginons que moi, je suis une entreprise qui n'a pas envie de respecter les règles, les règlements que le gouvernement met. Je pourrais créer une filiale dans un pays en voie de développement, puis mettre mes ordinateurs là-bas. Ah oui, 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 oui. Donc, il faut que tous les pays, éventuellement, acceptent un certain nombre de règles de sécurité autour de l'IA. Bon, l'autre problème où l'ONU pourrait jouer un rôle, c'est la représentation, disons, des pays qui n'ont pas de voix aujourd'hui au chapitre concernant les choix qu'on fait avec l'IA. Parce que l'IA, comme j'ai dit, s'est développée dans très peu de pays. Mais les conséquences de ce développement vont affecter tout le monde sur la planète, en bien ou en mal. Il y a comme donc une espèce de déséquilibre, hein. Ce n'est pas la première fois qu'on a face à ce problème-là, mais je pense que pour l'équilibre géopolitique, pour aussi donner un encouragement aux pays en voie de développement pour qu'ils adoptent des règles comme on va en adopter ici et ailleurs en Europe, aux États-Unis, il faudrait leur donner une certaine voix au chapitre. Ça veut dire que dans les décisions qui sont prises ici, en Occident, ou dans les pays où on développe l'IA, il faut que, mettons, l'ONU ait un certain regard, puisse dire il se passe quelque chose qui n'est pas acceptable, qui va nuire aux pays en voie de développement. Il faut qu'ils aient une visibilité, en tout cas, sur ce qui se passe et potentiellement une voix, par exemple, sur un conseil d'administration qui a accès à ce qui se passe dans l'organisation. C'est ma proposition, en tout cas. Vous avez fait allusion à la Chine, à la Russie. Il y a eu au mois de novembre le sommet international sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Ça se déroulait au nord de Londres, là, Oui. où on a signé la déclaration de Bletchley, un lieu quand même emblématique, là, où Turing, là, celui que vous avez reçu, avait quand même décodé, enfin, Enigma, hein, les codes du régime nazi. Euh, je me dis, bon, il y a 28 pays qui ont signé cette déclaration de Bletchley, dont le Canada, mais les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qui sont en matière de gouvernance, je pense, de l'IA, sont quand même des leaders. Mais la Chine aussi, ça c'est un précédent quand même, c'est assez important. Alors, comment dire ça, comment faire confiance à la Chine? Qu'est-ce que la Chine peut apporter? Quel type d'échange peut-il y avoir? Moi, je pense bien qu'entre la Grande-Bretagne et puis les États-Unis, on peut ouvrir un peu ces livres. Est-ce que la Chine est prête à y aller à livre ouvert aussi? Enfin, qu'est-ce que ça peut donner? Ben, c'est un premier pas dans cette direction. Et je pense qu'ils ont travaillé fort, là, les Britanniques, pour faire venir la Chine. Il y avait des controverses autour de ça.
mais ils ont réussi et je suis vraiment content. Oui. J'étais à ce sommet. J'étais autour de la table où il y avait les chefs d'État à la fin qui discutaient de tout ça et où tout le monde n'était pas d'accord. Je pense que Pas d'accord sur. ben les désaccords surtout, c'est que les entreprises poussent dans un sens qui est ne nous mettez pas de bâton dans les roues essentiellement. Et puis la protection du public, vous inquiétez pas, on va. C'est comme ce que dit mon ami Yann Lequin, là, Mais essentiellement. où est-ce que le bas Mais blesse surtout, là? Où est-ce que le bas blesse ben, surtout? ça, c'est un enjeu. Donc, les entreprises ont tendance, pas toutes, ils ne sont pas toutes alignés là-dessus, à envoyer le message de faites-nous confiance et puis n'ayez pas peur, on va faire ce qu'il faut. Ce que, selon moi, c'est une grave erreur, là. L'autoréglementation, ça peut être un premier pas, mais c'est absolument insuffisant. Mais bon, je veux revenir à la question de la Chine que vous avez posée, parce que c'est vraiment à long terme essentiel. Euh, c'est sûr que ça va être difficile pour les Américains de dire les détails techniques de ce qu'ils font aux Chinois et vice-versa. Mais on peut avoir différents niveaux de surveillance. On n'a pas besoin de leur donner notre code. On peut euh, s'entendre d'abord pour euh, traquer quels sont les systèmes, enregistrer tous les systèmes qui existent dans le pays. Puis, c'est pas facile à cacher parce que aujourd'hui, pour entraîner un système d'IA, ça prend des ressources de calcul énormes. Ça prend des hangars pleins d'ordinateurs. Donc, ça c'est la première chose qui soit enregistrée et que des parties neutres puissent vérifier que ces systèmes-là sont développés avec une mission compatible avec un traité. Donc, il faut qu'on ait ces discussions. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec le nucléaire. Il faut qu'on développe des discussions semblables, mais pour pouvoir développer ces discussions, il faut déjà qu'on s'entende sur des principes. Et à Bletchley, ben, il y a un certain nombre de ces principes qui ont été mis sur la table. La Chine a signé, évidemment, donc plusieurs pays occidentaux ont signé. Et c'est le début. C'est loin d'être suffisant, mais c'est un dialogue qu'il faut travailler. Puis je vais moi-même aller en Chine bientôt pour essayer d'avoir ce genre de dialogue avec les autorités chinoises, avec les experts chinois. Il faut qu'on parle des aspects politiques, comment on peut, euh, disons, mettre en place des mécanismes de confiance mutuelle. C'est pas évident, mais il faut les discuter, il faut le travailler. Puis les Chinois, eux, ils ont le syndrome de on est en retard, il faut se dépêcher de courir. Euh, Il court donc, vite, par exemple. ouais, ils courent vite, ils courent vite. Je pense qu'on ne peut pas supposer qu'ils vont rester assis sur leurs fesses, là. Hum, 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 hum. Bien. Vous parlez beaucoup et on parle beaucoup de responsabiliser, de responsabilisation. J'aimerais revenir, c'est quand même en 2018, la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA. Vous êtes derrière cette déclaration-là, évidemment. Euh, Est-ce qu'il y a des initiatives qui s'inspirent des principes de cette déclaration-là de Ah oui, Montréal? oui, oui. La déclaration de Montréal a été suivie par des dizaines et des dizaines d'autres déclarations un peu partout dans le monde de différentes organisations. Aujourd'hui, il y a euh, certaines certains de ces textes qui ont plus de force. Il y a par exemple les principes qui ont été énoncés par l'OCDE, bon, l'OCDE, c'est un groupe restreint de pays, mais quand même les démocraties les plus importantes. Euh, il y a l'UNESCO qui a aussi quelque chose qui va dans le même sens, mais non, vraiment, la Déclaration de Montréal a été une pionnière et on peut être fier d'être à l'avant-plan de ce développement. Et aujourd'hui encore, je dirais qu'au Québec, on est parmi ceux qui sont des meneurs dans la réflexion sur les dangers pour la société et l'importance de ne pas laisser simplement aller les choses aux lois de la jungle, là, si j'ose dire. Oui, 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 oui. Bien. Aussi, bon, il y a Mila, vous êtes le directeur scientifique de Mila.
qui est l'Institut québécois d'intelligence artificielle. François l'a mentionné tout à l'heure. C'est quand même une collaboration importante, intéressante. Vous avez parlé tantôt de recrudescence des inégalités à travers le monde. C'est lié quand même à l'œuvre, aux objectifs de Mila, n'est-ce pas? Alors, ça fait longtemps avec la Déclaration de Montréal, mais dans notre mission, quasiment notre charte a mis là que la question des droits de la personne, des enjeux sociaux est un pilier de notre organisation. On a un département complexe, on l'appelle IA pour l'humanité, euh, qui met en contact justement les gens en informatique, qui développent l'IA et les algorithmes, avec des gens qui sont plus du côté sciences sociales, sciences politiques, droit, etc. Donc, on participe à la discussion publique et on essaye aussi de faire en sorte que les chercheurs, les informaticiens, les ingénieurs en IA développent une certaine compréhension des enjeux éthiques, des enjeux sociaux, des impacts sur la société. Donc, ils comprennent cette notion de science responsable, d'IA responsable. C'est toute une éducation parce que, par exemple, il n'y a pas d'équivalent de révision éthique comme on peut l'avoir en biologie ou en médecine. En informatique, ça n'existe pas. Parce que jusqu'à présent, on ne faisait pas des choses qui étaient considérées comme potentiellement dangereuses. Mais il va falloir développer cette mentalité chez les informaticiens de réflexion sur l'impact que leurs travaux pourraient avoir sur la société. On travaille fort à cette éducation, à mettre en place des mécanismes dans ce sens-là. C'est quelque chose qui se développe ailleurs aussi, hein, mais on prend ça très au sérieux. Bon. J'aimerais juste qu'on. Mais c'est parce qu'il y a cette conférence-là, je veux dire, l'entrevue cet entretien va être diffusé après la tenue de votre conférence internationale de Mila. Hein? L'entretien sera Laquelle? diffusé. Hein? Ben, c'est pas, vous n'avez pas quelque chose là, dans quelques mois, là, la conférence internationale sur. Non? Mila ne tient pas de Euh, conférence internationale Alors, dans. oui, il y a plusieurs choses. Alors, sur l'IA responsable, vous voulez dire, puis les enjeux de société, oui, il y a des choses qui s'en viennent, là, je pense, en février, mars. Je- je- oui, on organise plusieurs choses, mais certainement. Donc, c'est quoi votre question par rapport à ça? Non, non, c'est pas ma question, c'est simplement un point d'ordre, simplement pour vous dire où on se retrouve dans le temps. Je vais passer, je vais vous amener sur un autre sujet. Moi, j'aimerais vous amener sur, écoutez, en 2024, année très importante, c'est un sujet Oui, que je connais mieux probablement que l'apprentissage profond. Ce sont les élections. Dans 80 pays, il va y avoir des élections en 2024. Ça ouais. touche presque 5 milliards d'habitants, c'est 52 de la population globale. Est-ce que, là, on va parler de démocratie. Est-ce que la démocratie, puis pas seulement de Trump, là, est-ce qu'il y a des risques? La démocratie est à risque avec les progrès de l'IA, évidemment, qu'on sait ce qui se Ouais. passe au Canada, on sait ce qui se passe ailleurs, etc., etc. C'est clair. Il y a des risques. Est-ce que ça va déraper? Ben, personne n'a de boule de cristal, mais les outils sont en place et ils risquent de se développer parce qu'il y a une pression, il y a une demande. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour des outils qui vont leur permettre de convaincre plus de gens de voter pour eux ou de changer d'opinion sur un sujet politique. Donc, il y a déjà, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, des outils disponibles dans le commerce. Certains outils qui sont disponibles illégalement. Si on voit sur le dark web, l'Internet non contrôlé par les gouvernements, on peut acheter des systèmes d'IA ou louer des systèmes d'IA qui vont faire des choses illégales, de la désinformation, des cyberattaques, toutes sortes de choses, de la fraude. Alors, on a des systèmes aujourd'hui qui peuvent imiter la voix humaine d'une personne en particulier, Ça s'est fait imiter avec Biden, oui. l'apparence, ouais, imiter l'apparence visuelle, le visage, avec les lèvres qui bougent en même temps que les mots qui sortent et que ça sort, ça semble bien correct.
euh, imité dans des contextes arbitraires. On demande à la machine, mets-moi tel personnage avec tel fond, tel scénario, telle ambiance, etc. Donc, on peut faire des vidéos, des montages photos, toutes sortes de choses. Le pape en doudoune, on a vu le pape en doudoune en donné, hein? Exactement, exactement. Et ça, c'est juste le début. Et il y a des choses qui sont faites pour s'amuser, là, qu'on voit, mais il y a des choses sérieuses. Il y a eu une tentative d'imiter Zelensky, par exemple, qui disait à ses troupes de rentrer à la maison, la guerre est finie. Euh, En Slovaquie aussi, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Là, c'est un candidat, enfin, à la tête d'un parti de gauche, qui est en train de dire, 48 heures avant l'ouverture des bureaux de vote, de quelle façon il pourrait manipuler le vote des Roms. Et comme il y avait un blackout, qui était impossible d'intervenir là-dedans. Et finalement, le gars de droite a été élu, en tout cas, a pris la tête d'un gouvernement de coalition. ouais. Et donc, moi, je crains qu'on va avoir de plus en plus de ces manipulations. Et même ce que je crains, euh, qui donne presque des cauchemars, c'est que plus on va utiliser ces outils, et plus ils vont devenir bons à nous manipuler. Puis pour comprendre la logique de ça, il faut savoir que comment l'IA moderne fonctionne, c'est par apprentissage, hein. Quand on parle d'apprentissage profond, ça veut dire que la machine apprend par la pratique. Donc, si on fait travailler l'IA à essayer de convaincre des gens par des vidéos, des dialogues, n'importe quoi, et qu'elle voit le résultat, elle voit à travers un dialogue que la personne est plus ou moins convaincue, mais là, elle apprend. Elle apprend à mieux influencer, à mieux manipuler. Avec des millions d'interactions, peut-être des centaines de millions d'interactions, elle pourrait apprendre à nous influencer encore mieux que n'importe quel être humain est capable de le faire. Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est plausible. On a des systèmes qui ont joué tellement au jeu de Go qu'ils battent tous les humains parce qu'ils ont joué comme un nombre de parties qu'aucun humain peut jouer. Donc, c'est un danger qu'on se retrouve avec non seulement quelque chose de déstabilisant parce qu'à grande échelle, on peut avoir tous ces faux messages, etc., mais aussi parce que ça pourrait même être encore plus convaincant que tout ce qui existe jusqu'à présent, parce que l'humain, on sait qu'il est influençable, c'est un talon d'Achille. Donc, ça me fait peur. Et puis, ça aura un effet sur un des fondements de la démocratie, qui est la confiance qu'on s'accorde les uns les autres. Si on ne sait pas ce qu'on a en face de nous, si c'est un être humain ou une machine, si on ne sait pas si ce qui est écrit dans les médias est vrai ou faux, ben, le débat démocratique, il devient pollué d'une manière qu'on peut difficilement prévoir comment ça pourrait tourner. Vous avez dit que j'exagère, mais est-ce qu'on peut penser éventuellement à une machine qui pourrait contrer justement les manipulations dont vous parlez? Ben, Est-ce que il faut essayer, en tout cas. Donc, il y a des propositions techniques pour essayer de détecter ces faux-là. Mais le plus important, c'est à la base. C'est-à-dire qu'il faudrait que les médias, il faudrait qu'il y ait des lois qui obligent les médias sociaux à faire en sorte que leurs usagers soient inscrits de manière identifiée. Comme quand vous ouvrez un compte à la banque, vous devez aller en personne avec votre passeport ou en tout cas votre pièce d'identité. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un compte sur Facebook, mais vous pouvez en ouvrir 1000, puis personne ne va contrôler. Alors, c'est ça qui se passe en fait. Il y a de l'abus dans l'ouverture de ces comptes-là, puis c'est à partir de ces faux comptes que les systèmes de désinformation se propagent. Donc déjà, si on changeait les règles du jeu, ce n'est pas juste des solutions techniques, c'est des solutions politiques. Parce que les compagnies ne vont pas le faire tout seuls. Ils veulent faciliter la nouvelle clientèle. Donc, il faut que les gouvernements disent, ah ben là, il faut que vous contrôliez ce qui rentre. Puis, évidemment, que vous fassiez un effort pour interdire la diffusion de ces fausses nouvelles. Aujourd'hui, il n'y a rien qui interdit ça. êtes-vous, oh, un peu facile, mais quand même, je vais vous la poser, êtes-vous découragé? Tant qu'il y a de la vie, de l'espoir, tant qu'on peut faire quelque chose pour bouger les choses, ne serait-ce qu'un peu dans le bon sens, ça vaut la peine de vivre et de pousser.
est-ce que ça modifie le focus de vos recherches? Ah oui, c'est clair. C'est clair, j'ai complètement changé mon orientation. Et là, mon focus, c'est comment mettre au point des IA qui vont être alignés avec nos valeurs, avec notre psychologie morale, avec nos lois, avec nos intentions non dites ou dites, mais pas de manière complètement claire. Ça fait partie du problème, c'est qu'on ne sait pas, les philosophes se posent la question d'ailleurs depuis très longtemps, euh, comment exprimer de manière non ambiguë ce qui est bien versus ce qui est mal. Est-ce que vous vous Alors, sentez un peu minoritaire à travers ça, dans cette trajectoire? oui, mais il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux. Mais oui, c'est sûr que pour l'instant, je suis contre disons, la majorité silencieuse ne veut pas trop se poser de questions dérangeantes. Alors, c'est quoi? C'est l'éveil des consciences. Vous en C'est êtes ce qu'il là. faut, c'est ce qu'il faut. Puis ça arrive petit à petit. Je vais vous poser une dernière question. Là. Je trouve ça important. Évidemment, vous êtes associé à l'Université de Montréal, bien sûr, mais au-delà de tout, des technologies informatiques, des aspects juridiques, comment voyez-vous le rôle d'une université comme l'UQAM et des sciences sociales en général pour faire avancer la conscience, justement, et la connaissance collective au sujet de l'IA? Ben, je pense que toutes les universités, c'est les forces vives intellectuelles de notre société. Elles peuvent jouer un rôle extrêmement utile. Puis en sciences sociales en particulier, aujourd'hui, l'IA, c'est plus seulement un enjeu technique. C'est un enjeu peut-être encore plus social que technologique ou informatique. Donc, je crois que on va avoir besoin de plus d'expertise pour réfléchir à beaucoup de questions sur cet impact et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans le bon sens. Et je vais donner un exemple. Les institutions démocratiques. Ça a l'air de, c'est quoi le rapport avec l'intelligence artificielle? Ben, c'est, à mon avis, les institutions démocratiques qu'on a aujourd'hui sont insuffisantes, seront insuffisantes pour contrer le pouvoir que l'IA va donner à ceux qui la contrôlent. Parce que la démocratie, c'est le partage du pouvoir. S'il y a des outils extrêmement puissants qui sont entre les mains de quelques-uns, comment on fait pour que ce pouvoir ne soit pas abusé? S'assurer que les décisions qui sont prises correspondent à la volonté générale et le bien général. Ben, on a des principes démocratiques, mais je pense que nos institutions démocratiques, l'encadrement démocratique, les processus de décision qui vont impliquer l'IA dans le futur, on ne sait pas encore comment faire. Ça, c'est juste un exemple ouvert, c'est-à-dire il faut réfléchir à euh, des manières de s'organiser, de mettre des règles qui vont nous protéger de cette puissance qui s'en vient. Je ne veux pas être rabat-joie en terminant, mais je veux dire, je pense qu'il est peut-être. Est-ce que vous diriez qu'il est illusoire de penser à ce qu'un jour, il y ait une espèce de charte des droits de l'IA qui soit universelle? Ben, il y a déjà une charte des droits et une déclaration des droits de la personne de l'ONU, par exemple, que je trouve extraordinaire. On a des chartes pour les humains. Mais donc là, est-ce que votre question, c'est une charte pour Liée à protéger l'IA? les humains ou une charte pour protéger les IA? Non. Qui protégerait les humains, évidemment. On Oui, s'entend. ben c'est le but de toutes ces, déjà, bon, la Déclaration de Montréal, mais par exemple, les principes qui sont proposés par l'ONU ou par l'OCDE, etc. Donc, c'est déjà, on en a déjà pas mal de ça. Mais maintenant, on doit passer à l'action. Il faut que ces principes deviennent des lois. C'est là qu'on est rendu, puis il faut se dépêcher. Yoshua Benjo, vraiment, c'était un très grand plaisir de vous entendre, de vous écouter et Merci. d'apprendre surtout et d'être conscientisé. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne chance surtout. Merci et merci pour vos questions.